Sans plus attendre, après ce focus connectivité, qui en fait nous parle de ce qui est incontournable avant de faire de l'innovation, on va faire un deuxième point sur l'actu de l'innovation. On va monter d'un cran avec donc Yannick Fialip qui est avec nous depuis la Loire, hein, puisque Yannick est membre du conseil d'administration et président de la commission économie à la FNSEA, mais aussi président de la Chambre d'agriculture de la Haute-Loire. Hein. Donc, il est en Haute-Loire, j'ai dit la Loire, pardon. Je vais demander à Christophe Chassard, qui est lui directeur de l'INRAE d'Aurillac et donc qui a le droit d'être là en présentiel, donc de bien vouloir me rejoindre. Merci beaucoup, Christophe. Et puis, on accueille également Jean-Paul Borde. Jean-Paul, c'est le directeur général de l'ACTA. L'ACTA, c'est, vous le savez tous, et pour ceux qui ne le savent pas, je vous le dis quand même, c'est l'ensemble des instituts de recherche, c'est le groupement des think tanks de l'agriculture, donc qui va nous dire lui aussi ce qu'il en est des nouveautés cette année en matière d'innovation. Alors, Yannick Fialip, la FNSEA accompagne les agriculteurs au quotidien. Comment ça se caractérise dans le domaine de l'innovation? Quels sont les chantiers que vous avez ouverts? Est-ce que Yannick est avec nous? Je ne le vois pas encore à l'écran. Oui, oui, je suis avec vous. Super, merci beaucoup Yannick. Donc voilà, c'est quoi les grands chantiers d'innovation ouverts par la FNSEA? Alors bonjour à toutes et à tous. Bon, excusez-moi de pas être en présentiel à Aurillac aujourd'hui. Bon, je suis pas très loin du Cantal. Hein. Je suis qu'à 5 km du Cantal. J'aurais pu être C'est agriculteur dans le vrai? Cantal, mais voilà, je suis agriculteur en Haute-Loire. Donc, mais les outils qu'on a nous permettent de réagir à distance. Alors permettez-moi quand même au début de l'intervention de revenir quand même sur cette année 2020 qui est quand même particulière et qui a quand même bouleversé la façon dont on vit dans nos territoires et dont on vit notre agriculture et de quand même souligner la résilience du modèle agricole français qui a su dans un moment difficile relever les défis de nourrir la population et c'est un enjeu primordial et que pour cela il a pu s'adapter notamment grâce aux nouveaux outils de connexion. Mon collègue Patrick Escure et Joël Pigagnol l'ont bien rappelé, on a pu à distance piloter les déclarations de la politique agricole commune. Nous avons pu aussi faire des déclarations tous les jours. Je rappelle qu'un animal en France, pour qu'il puisse être vendu, il faut qu'il ait un passeport. Et donc, il faut pouvoir identifier cet animal et donc faire des déclarations régulièrement à l'EDE, l'établissement départemental de l'élevage. Et donc, tout cela a pu être fait. Et puis, je voulais appuyer un point en introduction quand même important. C'est la réactivité du monde agricole. Dès le mois de mars, lorsque certains préfets, même tous les préfets, avaient décidé de fermer l'accès au marché des producteurs locaux, on a su réagir en moins de 10 jours, localement avec un protocole et puis nationalement avec une charte, ce qui fait que nos marchés ont été ouverts et ont permis d'écouler nos produits, et notamment des producteurs qui vendent en direct, et ont pu mettre en place aussi des outils de pilotage à distance de leur vente de produits. Ça aussi, c'est grâce aux nouvelles technologies. Mais je tenais à le rappeler parce que si on a réussi dès le mois de mars à mettre cela en place, ça nous a évité que dans un deuxième confinement, nos marchés locaux soient à nouveau fermés, qu'on se retrouve dans la même situation que malheureusement les commerçants, les restaurateurs qui n'ont pas pu ouvrir dernièrement, et donc un manque à gagner assez important. Alors, rappelez que, deuxième point que je voulais intervenir ce matin, rappeler les enjeux quand même de demain concernant l'agriculture, mais aussi plus largement notre vie sur cette planète. La souveraineté alimentaire a repris tout son sens. Avec cette période Covid, on s'est aperçu qu'on était aussi fragile dans notre pays développé sur d'autres points, notamment sur l'accès aux médicaments et même plus simplement sur l'accès aux masques et que au final, avoir transféré des milliards d'euros à la Chine pour fabriquer des masques, ça pose question. Et il ne faudrait pas que notre agriculture soit dans la même situation. Et donc, ça nous permet de rappeler combien l'enjeu de la souveraineté alimentaire est important dans ce pays et que quand on travaille du vivant, c'est quelque chose qui se renouvelle chaque année et qu'il faut toujours être performant, être compétitif et savoir répondre aux demandes du marché. Le deuxième enjeu, c'est l'adaptation au changement climatique. Et là, je pense que les outils qu'on vient de discuter sont importants. On le voit bien que ça a été dit tout à l'heure par le collègue du CER Cantal. On se basait quelquefois sur des dictons de nos anciens pour faire des cultures, pour faire des récoltes. Aujourd'hui, les dictons sont complètement dépassés parce que le changement climatique fait que les dates qui étaient avec ces dictons ne sont plus du tout adaptées. Et donc, la connaissance météorologique avec des outils connectés nous permet d'être plus performants sur l'exploitation, d'intervenir au bon moment sur nos cultures, mais aussi de pouvoir piloter nos animaux à distance. Et ça a été rappelé.
Le troisième enjeu que l'on a à répondre et que l'agriculture doit s'adapter, c'est un enjeu, je dirais, de répondre aux attentes sociétales qui sont importantes. Alors certes, l'agriculture peut diminuer sa consommation d'intrants, mais que pour cela, nous avons besoin d'outils qui nous permettront d'être plus performants sur nos exploitations. Et donc, certainement qu'on pourra développer des outils avec des caméras 3D qui permettront de traiter les plantes au bon endroit, au bon moment, avec la bonne dose, et donc de diminuer tout de suite les intrants qu'on utiliserait en agriculture et d'avoir certainement un défi qu'on puisse respecter, c'est les fermes bas carbone. Et donc, tout cela avec de nouveaux outils. Je laisserai peut-être Sébastien nous dire un peu, donc Windsor, sur les chambres d'agriculture, où on en est aujourd'hui. Et puis, un enjeu, ça a été rappelé, d'adapter, je dirais, nos agriculteurs, d'accompagner, nos agriculteurs dans l'exercice de leur métier tous les jours. Je crois qu'on avait l'image d'un métier qui est quelquefois avec des tâches pénibles, répétitives, et que les nouveaux outils, notamment la robotisation, permet de rendre le métier plus vivable. Un certain nombre d'exploitations aujourd'hui, 1 sur 2 s'équipe en production laitière d'un robot à l'installation. Ce robot, il permet d'avoir une vie un peu plus vivable, c'est-à-dire d'avoir des astreintes à la traite qui sont différentes, de pouvoir avoir aussi une vie sociétale, parce que je me rappelle souvent des jeunes couples qui étaient en production laitière, lorsqu'il y avait les réunions parents-prof ou les fêtes de fin d'année à l'école, c'est souvent pendant l'heure de la traite, ils ne pouvaient pas y participer. Et le fait d'avoir un robot permet d'adapter son temps et de pouvoir vivre avec le reste de la société sur ces points-là. Donc voilà un peu sur les enjeux. Alors sur les nouveaux outils, je crois qu'on en a déjà un peu parlé. De rappeler quand même que dans les années 60-70, certes la révolution agricole avec le machinisme a été importante. Et je pense qu'aujourd'hui, dans les années 2020 et 2030 et 40 qui arrivent assez rapidement, les nouvelles technologies vont être aussi une révolution pour notre monde agricole. J'ai parlé de robotisation, j'ai parlé d'outils qui se pilotent à distance, j'ai parlé aussi de caméras 3D qui vont investir nos champs. Demain, des tracteurs qui travailleront certainement sans pilote, donc qui seront aussi connectés. On a déjà des robots qui interviennent dans des champs qui permettent de faire du désherbage mécanique et de répondre à une attente sociétale, mais aussi de compétitivité sur les exploitations. Donc tous ces nouveaux outils aujourd'hui vont être à disposition des agriculteurs. Alors certes, il faudra encore un peu de temps pour les développer, mais on voit bien que ça va être une révolution dans le mode de gestion de nos exploitations. Alors, tous ces nouveaux outils, il faut aussi y mettre un volet formation parce que voilà, on est un certain nombre d'agriculteurs en commençant à avoir les cheveux gris, on n'est pas né avec les outils dans ses mains. Les jeunes générations certainement sont plus adeptes, mais il y a tout un volet formation et on a réussi un certain nombre de choses. Je le dis à nos amis du Cantal, je le regrette sur un point d'échec aujourd'hui, notamment sur l'identification bovine. Nous avons réussi à passer tout le secteur ovin en identification électronique et aujourd'hui, au bout de 10-12 ans d'utilisation de boucles électroniques sur les ovins, personne ne veut revenir en arrière. Le lait commence à le faire, le bovin lait, et on a une petite résistance sur le bovin allaitant. Je pense qu'il est temps qu'on passe au bouclage électronique de nos animaux dans l'élevage allaitant. Là, c'est un petit message personnel que je fais passer à mes collègues, mais voilà, il faut qu'on avance très vite parce qu'on va être assez rapidement déconnecté des autres productions. Et puis, je finirai un point avant d'en arriver au préalable pour réussir tout cela. Nous, à la FNSEA, nous défendons un sujet assez important. C'est qui détient la donnée et comment aller partager cette donnée. Tous ces nouveaux outils permettent de pouvoir créer des bases de données importantes, de pouvoir avoir un certain nombre de données. Sauf que j'ai peur que l'agriculteur en soit démuni et que ça serve à d'autres enjeux. Et je fais un parallèle avec ce qu'on a travaillé depuis 3 ans, qui sont les États généraux de l'alimentation, qui ont bien fait valoir que l'agriculteur, pour qu'il reprenne toute sa place dans la filière, qu'il reprenne du poids pour la négociation commerciale, fallait qu'il détienne un certain nombre d'éléments de négociation. Et on voit bien qu'aujourd'hui, quelquefois, un certain nombre d'outils économiques viennent chez l'agriculteur avec toujours le même message, en rentrant dans l'exploitation, en disant « Ah, mais les marchés, ça va très mal aujourd'hui, donc je ne peux pas t'acheter tes produits au prix qui était prévu. » Et donc, la connaissance du marché, la connaissance des bases de données est importante et c'est pour ça qu'on défend des outils qui permettent à ce que ce soit l'agriculteur qui détienne la donnée et non des outils qui servent à la gestion de ces données qu'ils revendent à d'autres industriels. Je crois qu'il
Il y a eu un débat européen et le commissaire Le Breton a présenté des éléments, je crois, importants sur ce sujet hier à Bruxelles. Mais ça va être un enjeu de demain parce que clairement, un agriculteur je donne un exemple, qui a un robot de traite. Aujourd'hui, il est connecté, bien sûr, avec son fournisseur de robots de traite. Et que ce fournisseur, s'il veut accumuler toutes les données qu'il a sur des robots de traite, peut très bien les revendre aujourd'hui à un industriel pour la connaissance fine du marché, la production laitière, la qualité. Et donc, voilà, donc c'est vraiment un enjeu. Alors, pour réussir tout cette connectivité de l'agriculteur, il faut quelques préalables. Et j'en ai cité 3. L'accès, bien sûr, une couverture Internet sur tout le territoire, d'autant plus pour nous agriculteurs, mais aussi, je dirais, pour tous les ruraux. Je sais que le débat est important dans le Cantal. On avait fait beaucoup d'efforts pour avoir une connectivité au top. Mais on le sait bien, notamment avec cette crise Covid, on risque d'avoir un certain nombre de migrations de population dans des territoires ruraux parce qu'on a redécouvert qu'à la campagne, on vivait un peu mieux quelquefois entassé que dans des villes et que le télétravail a offert des possibilités. Il faut juste que la connectivité soit là au rendez-vous parce que les migrations de population seront possibles si on arrive à offrir une possibilité de connectivité. Deuxième chose, ce sont les besoins de financement. Tout à l'heure, Joël Pigagnol relatait qu'on avait un plan de relance de l'État français d'1,2 milliard. Nous avons fait des propositions à la FNSEA pour qu'à travers ce plan de relance, bien sûr, on réponde à des attentes sociétales, à des attentes de changement climatique, mais aussi qu'on puisse aider les agriculteurs à se doter d'outils qui leur permettent d'être plus compétitifs sur l'exploitation. Et donc, il y a toute une liste qui est en train d'être élaborée qui permettront certainement notamment dans les exploitations d'élevage, de pouvoir se doter d'outils qui nous permettent de répondre à un certain nombre d'éléments de performance économique. Et je rajouterai 2 points sur le financement. Nous avons la chance dans cette grande région Auvergne-Rhône-Alpes d'avoir une maquette FEADER, donc tout ce qui sont les fonds européens, notamment sur le deuxième pilier de la PAC, qui a été remodelé et dont les 2 prochaines années, grâce à un plan de relance européen, nous permet d'avoir plus de financement sur cette maquette FEADER et donc qui permettront aux agriculteurs d'être accompagnés aussi sur ces points-là. Et puis un dernier point, c'est que quand on fait de l'investissement sur l'exploitation, on va chercher bien sûr des soutiens financiers pour ces investissements, mais aussi on emprunte de l'argent auprès des banques et je pense qu'aujourd'hui nous sommes dans une période où les taux d'intérêt sont assez bas et donc permettront aux agriculteurs de pouvoir faire cela. Je finis juste en conclusion pour pas être plus long. Je dirais que l'agriculture a toujours su s'adapter et prendre le meilleur de la science et de la recherche. Je pense que nous le ferons dans les années suivantes. Je formulerai juste un vœu, c'est que l'humain, garde toujours la maîtrise de ses décisions. Et quand on regarde quelques films scientifiques et de science-fiction, quelquefois, voilà, on peut se faire peur, mais il ne faudrait pas que la machine prenne le dessus sur l'homme. Et donc, à nous de mettre un certain nombre de garde-barrières qui nous permettent de garder la maîtrise de notre avenir. Je vous remercie. Merci Yannick Fialif, merci pour ce témoignage très complet. Et puis c'est cette alerte qu'on résume en un mot, souveraineté alimentaire, souveraineté de nos données et souveraineté de l'agriculteur face à la technologie. Christophe Chassard, donc vous êtes le directeur de l'INRAE d'Aurillac. L'INRAE d'Aurillac, c'est donc INRA et avant c'était de l'IRSTEA, c'est ça, ça a fusionné, c'est un nouvel outil au service des agriculteurs. Qu'est-ce que vous allez leur proposer on le sent dans ce plan de relance, on le sent dans ce que dit Yannick Fialif, les enjeux ils sont devant nous, on en est tous très conscients, on sait ce qui a escaladé. Comment vous organisez pour que toute l'information scientifique, parce qu'elle est très importante, voire pléthorique, soit exploitable et devienne elle aussi un outil pour les agriculteurs? Bonjour Sébastien, merci de m'avoir aussi invité. Avec Bonjour plaisir. à tous. Pour vous présenter peut-être en 2 mots l'INRA, cette fusion, parce que c'est un nouvel institut qui a été créé finalement récemment, en début d'année. On n'a pas forcément pu autant communiquer qu'on l'aurait voulu avec cette crise Covid. C'est pas commode, non. Pour le coup, la fusion qui rassemble l'INRA et l'IRSTEA. Donc voilà, toutes les forces pour travailler autour de l'agriculture. Et j'ai envie de dire 3 piliers, l'agriculture, l'alimentation et l'environnement. Je pense que c'est vraiment peut-être vraiment un point stratégique de l'Institut, c'est d'être capable de pousser ces trois piliers, ces 3 thématiques-là, et aussi ensemble dans des projets qui vont intégrer en fait ces 3 dimensions-là, parce qu'elles sont importantes, cette approche un peu intégrative.
Rapidement, à INRAE, dans le Cantal, c'est deux sites, deux sites pour notre département. Moi, je dirige le site d'Aurillac, l'UMRET, donc l'unité mixte de recherche sur le fromage. Oui, notre ambition, c'est de travailler sur les produits, la qualité des produits, on en a parlé un petit peu ce matin. Et aussi le site de Marsuna, qui appartient à l'UE Herbipol, donc voilà, une unité expérimentale qui fait de la zootechnie, donc de l'agriculture, et on travaille beaucoup en synergie. Je pense que c'est un exemple aussi d'interaction qu'on a et qu'on voudrait avoir aussi à l'intérieur d'INRAE, mais qui est beaucoup plus gros à l'échelle nationale. Cette interaction-là forte entre la capacité à produire un lait de qualité, la capacité de le transformer, de le démontrer. Et je pense que dans cette connaissance aussi scientifique, pour répondre à votre question, ça va être aussi ça va être capable de démontrer, d'aller chercher de la science et de rendre cette science qui est importante, en fait, de générer de la connaissance, mais la transformer en innovation. Oui, voilà, concrète sur le terrain. Ça s'appelle le transfert de technologie, du labo au champ, quoi. C'est ça, nous on appelle ça la recherche finalisée. C'est se dire que cette connaissance-là, qu'il faut être capable d'aller chercher, qu'on va nous chercher parfois, ou pour parfois d'autres groupes vont les amener, où il va falloir la traduire, la transformer en des actions qui vont être concrètes et utiles pour l'agriculture sur le terrain. Et nous travaillons peut-être plus sur l'alimentation, c'est aussi le transformateur laitier, les filières AOP qui sont extrêmement riches, et c'est la richesse aussi du département, pour soutenir des produits un peu phares, un peu emblèmes du département, et c'est aussi parfois même créer des nouveaux produits. On peut aller dans ces dimensions-là, notamment en termes d'appui, en termes de soutien. Et ça, vous me disiez qu'au niveau national, se met en place une nouvelle délégation qui s'appelle Expertise et appui aux politiques publiques. Quelle est la finalité de cette nouvelle délégation ? Alors, ça, pour le coup, c'est vraiment nouveau, parce que ce n'était pas présent du tout, notamment à INRA. On avait deux délégations, une délégation qui était tournée vers la science et une autre qui était tournée vers l'appui, pour vraiment mettre en marche l'Institut. Alors, c'est une nouvelle délégation, justement, qui va être là pour fédérer à la fois tous les acteurs INRAE, mais bien au-delà, pour être capable d'échanger avec les structures, notamment étatiques, en particulier les ministères, ou par exemple la DGL, sur des questions un peu importantes, qu'on va être capable de travailler collectivement, qu'on va être capable de vraiment peut-être d'impulser beaucoup plus, plutôt que de répondre à un besoin qui parfois vient justement de ces structures-là. Ou même nous, chercheurs, on peut être invités individuellement à répondre à des questions, à intégrer des panels de réflexion. Voilà, c'est une dimension qui est forte de structuration, où on va essayer de rassembler, je pense, des collectifs. Bon, il y en a un, je pense qu'on va essayer de le porter, nous aussi, ici, et de l'emmener, c'est la question du lait cru, sous toutes ces dimensions. Voilà, cette richesse des fromages de lait cru, c'est quelque chose qui est vraiment stratégique et qui va bien au-delà des questions parfois de zootechnie, parfois de transformation, le lien avec le territoire. Mais ça, c'est cette force-là d'un institut qui a ces trois piliers qu'on va pouvoir emmener, et avec tous nos partenaires, parfois académiques ou locaux, la Chambre d'agriculture par exemple, le pôle fromager qu'on héberge dans nos locaux. Voilà, c'est cette force-là qu'on peut essayer d'amener, de structurer et de fédérer. Et alors, certains ici le savent certainement, et nos amis sur Internet le savent aussi en partie, mais moi je ne le sais pas. C'est comment ça marche justement à un institut INRAE, comment les agriculteurs sont eux-mêmes impliqués dans la gouvernance de cet outil-là. Est-ce qu'ils le sont? Si oui, de quelle façon? Alors, pour le coup, peut-être un changement un peu organisationnel, par exemple, pour la région Auvergne-Rhône-Alpes. On a maintenant un centre qui s'appelle le centre Clermont Auvergne-Rhône-Alpes, donc qui rassemble les unités de 3 départements, essentiellement du Puy-de-Dôme et du Cantal et aussi de l'Allier. D'accord. Et là, pour le pas la Haute-Loire, c'est Yannick qui va être content. On n'a pas d'implantation en Haute-Loire, c'est peut-être un point à travailler pour le territoire auvergnat. Et pour le coup, je pense que on parle de plus en plus qu'on appelle un écosystème de la recherche. Mais pour nous, un écosystème de la recherche, c'est pas que des chercheurs. Ça doit être surtout pas que des chercheurs. C'est être capable de travailler un peu en cohérence avec tous les acteurs du terrain. Et ça part de l'agriculteur, ça part du territoire. Peut-être même encore un peu avant. Nous qui travaillons par exemple sur les produits, la qualité des produits, ça part de la prairie naturelle. Cette capacité-là à maîtriser, à la comprendre. Et après, tout ce cheminement, avoir une approche qu'on appelle de plus en plus systémique, à rassembler les partenaires pour une question. Et après, ça peut être des schémas descendants-ascendants. Ça peut être tout à fait, nous, parfois, dans nos laboratoires, qui imaginons des choses et qu'on va essayer de tester sur le terrain. Parfois, c'est des questions qui viennent du terrain et qu'il va falloir qu'on traite et qu'on apporte des réponses concrètes en termes de solutions. Donc, les agriculteurs peuvent vous saisir, peuvent aller toquer à la porte. De quelle façon? Alors, ils le font, ils le doivent. Alors, d'abord, pour la proximité. Voilà, nous, on est sur la colline fromagère à Aurillac, donc n'hésitez pas à venir, à nous solliciter. Si on n'est pas capable, par exemple, de répondre à votre questionnement propre, parce que disciplinairement, on ne peut pas y répondre, mais on trouvera toujours des collègues qui seront en rebond, qui vont appuyer. Et quand je vous parle de ces projets-là, qui sont pour moi des projets un peu stratégiques, c'est de rassembler notamment ces collectifs scientifiques disciplinaires différents sur un même objectif. On le fait de plus en plus. Et voilà, récemment, je peux vous dire, c'est un peu de news. On a eu un gros projet hier qui a été validé dans le cadre de ce qu'on appelle un métaprogramme qui fédère différents départements INRAE, qui s'appelle Tandem, qui rassemble 10 équipes de l'INRAE, de 7 départements, et qui est piloté par notre labo à Aurillac, autour des flux microbiens. Félicitations. Voilà. C'est un exemple.
Merci Christophe Chassard. J'ai demandé un exercice un peu particulier à Jean-Paul Borde, directeur général de l'ACTA, qui est avec nous à distance. Merci d'être avec nous, Jean-Paul. C'est de nous faire en 10 minutes un tour d'horizon des innovations qui font sens au sein des perçues par les instituts, à l'ensemble de l'ACTA. Donc, Jean-Paul, merci d'avoir accepté de te prêter à cet exercice, mais je sais que ta vision est synthétique et que tu sauras nous dire ce qui s'est passé de neuf et de vraiment intéressant entre 2009 et 2020 sur la question de la recherche. D'accord, merci beaucoup. Merci pour cette invitation. Je ne sais pas si on va pouvoir passer quelques supports que j'ai préparés. Voilà. Donc, je vous laisse la main pour mettre ça. Donc, alors, comme proposé, je vais essayer de balayer un petit peu ce qu'il y a de nouveau, comme le proposait Sébastien. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans le paysage? On ne reviendra pas sur ce qui existe, évidemment. Et donc, en m'appuyant un petit peu sur ce qui est proposé au travers du réseau des instituts techniques agricoles, voilà, on va passer à la suivante. Voilà, ça c'est le réseau des instituts techniques agricoles qui couvre la plupart des problématiques dans le domaine végétal et animal des secteurs agricoles en France. Alors, on va passer à la suivante, voilà, qui va nous plonger dans le cœur du sujet. Alors, qu'est-ce qu'il y a de nouveau aujourd'hui? Je voudrais traiter peut-être trois points assez rapidement, mais quand même. Dans le domaine des applications, je crois que vous en avez beaucoup parlé aujourd'hui, et vous allez voir que du côté des applications, il y a quand même une offre qui se diversifie. Enfin, en tout cas, moi, je vais vous montrer quelques nouveautés du réseau des instituts. Je voudrais vous parler aussi de ce qui concerne les digifermes, parce que c'est un concept un petit peu nouveau qui consiste à voir comment, dans une ferme, un agriculteur peut s'approprier un petit peu toutes ces innovations dans différents domaines qui ont un lien avec le numérique. Et puis, la troisième chose que je voudrais vous présenter, c'est une originalité dans l'écosystème en matière de R&D sur lequel on est en train de travailler. Voilà. Alors, si on revient sur les OAD, les outils d'aide à la décision, hein, c'est la terminologie qu'on utilise, et puis les nouveautés, les applications dans le domaine numérique. Et non, on va revenir sur la précédente. Voilà. Alors, les instituts techniques travaillent un petit peu sur tous les volets. Je pense que Yannick Fialip l'a bien démontré tout à l'heure. Il y a plusieurs enjeux, hein, que ce soit le changement climatique, la protection des cultures, la biodiversité, le bien-être animal, les conditions de travail, l'agroécologie et les certifications. Bon, voilà un petit peu tous les enjeux dont les instituts techniques se sont saisis pour proposer des applications. On ne va pas les passer toutes en revue. Vous voyez, il y a une vingtaine d'applications là qui ont émergé dernièrement, qui sont disponibles via les sites des instituts techniques, qui sont destinés surtout à des conseillers, des enseignants, mais aussi des agriculteurs. Il y a des applications, voilà, si je prends par exemple des applications comme Tameo, c'est comment anticiper sur la météo pour pouvoir calibrer des interventions sur les champs. Voilà. Si je prends des citrettes, c'est comment j'anticipe sur le développement des maladies de la vigne, etc., etc. Donc, c'est des choses extrêmement concrètes jusqu'à des outils de diagnostic comme Cap2ER ou Eben qui permettent rapidement de faire l'état des lieux sur où est-ce que j'en suis en matière d'émissions de gaz à effet de serre, où est-ce que j'en suis sur le bien-être animal. Voilà, donc une offre qui est quand même toujours en phase de croissance. Et ces offres sont le fruit de partenariats entre des instituts techniques et des entreprises. Voilà, on ne fait plus tout ça tout seul. Il faut effectivement, pour passer, tel que l'exprimait Christophe Chassard, de l'idée du concept à l'innovation concrète et applicable, eh bien voilà, il y a tout un travail de formalisation qui se fait souvent en partenariat. On va passer la slide suivante. Voilà, une des dernières innovations aussi, bon, je la cite, je fais la promotion des derniers nés, c'est l'application mobile Index Acta. Alors, c'est intéressant parce que vous connaissez tous l'index Acta, c'est le recueil des solutions de lutte contre les bioagresseurs, que ce soit des ravageurs, des maladies, des mauvaises herbes, enfin, etc. Voilà, c'est un peu la Bible
pour la protection des cultures. Vous connaissez peut-être aussi l'index Biocontrôle, où là, on a rassemblé toutes les informations concernant les solutions de biocontrôle utilisables en agriculture biologique aussi, mais aussi en conventionnel. Et puis, le dernier né, c'est l'appli smartphone. Pourquoi? Parce que cette appli, elle n'a rien de nouveau, c'est-à-dire elle est alimentée avec les données de ces outils, mais elle rend l'information beaucoup plus pratique parce que on l'a dans sa poche, on peut la visualiser au moment où on prépare son traitement, quand on est en local phyto, quand on est sur le tracteur, enfin, etc. Et donc, ça permet d'avoir une information beaucoup plus dynamique et disponible. Alors, on y trouve aussi des applications comme, voilà, quel mélange autorisé je peux faire. Vous voyez, ça, c'est toujours la question qu'on se pose quand on est en local phyto. On dit, voilà, est-ce que je peux le mélanger A, B et C? Est-ce que c'est autorisé? Bon, s'il faut revenir au bureau, aller rechercher ça, enfin, on l'a pas sous la main. Bon, voilà. Là, on a une appli qui n'invente rien de plus, qui ne crée pas plus de données, mais qui la rend plus accessible. Voilà. Et donc, ça, c'est le fruit d'une collaboration avec une société qui s'appelle Lexagri, qui fait le ressourcement des données. On va passer à la diapo suivante. Voilà. Alors, je voulais vous parler. Donc voilà, l'univers des outils de la décision continue à se développer. Nous, ce que l'on cherche, c'est de plus en plus de choses pratiques, opérationnelles. Mais j'y reviendrai tout à l'heure sur le troisième point. Le deuxième point, c'est les digifermes. Alors pourquoi c'est original ça? Alors ça existe déjà depuis quelques années, mais c'est un concept qui se développe. Alors l'idée est la suivante, c'est de dire voilà, il y a plein d'applications numériques, mais concrètement, comment un agriculteur peut s'en servir? Parce que c'est pas le tout d'avoir des applications, mais il faut aussi mesurer le temps que l'on met. Est-ce que voilà, ça marche bien, ça marche pas bien, etc. Donc, on a créé ce concept de digiferme. Aujourd'hui, il y en a 13 de labellisés en France qui sont plus ou moins spécialisés en grande culture, en élevage, en polyculture élevage, en viticulture aussi. Et on y teste sur ces digifermes un certain nombre d'innovations. Alors, vous avez des choses extrêmement… Je ne sais pas si vous voyez la photo du petit veau qu'on est en train de faire avec un smartphone. Eh bien, oui, ça, oui, c'est une application. Voilà, vous la voyez. Eh bien, c'est une application qui permet, à partir d'une photo 3D, d'évaluer le poids de l'animal. Donc ça, c'est un travail qui a été fait par nos collègues de l'IDEN, l'Institut d'élevage. Et donc, c'est très pratique parce qu'on a un coefficient de réalité, si vous voulez, de vérité, qui est assez élevé. Et donc, c'est bien plus pratique que de canaliser les animaux, les mettre dans un système de contention, les peser avec les risques d'accident, etc. Donc là, vous voyez, une simple photo permet de faire ça. Et puis, ça j'imagine que c'est moins de stress aussi pour les animaux eux-mêmes. Hein, ah oui, tu as raison, oui, absolument. Voilà. Donc, ça, c'est des applications qu'on essaie de mettre dans les mains des éleveurs ou des agriculteurs pour les évaluer, pour les tester, les améliorer aussi, etc. Mais l'idée, c'est de rendre le métier de l'agriculteur toujours plus facile, plus simple. Alors, je crois que je reprends le mot de Yannick, là, qui dit, in fine, c'est pas la machine qui décide, c'est toujours l'agriculteur. Hein. Mais le numérique est là pour faciliter finalement son métier. Alors, on va aller un petit peu plus loin. Voilà. Donc ça, c'est le troisième point que je voulais évoquer avec vous. C'est qu'est-ce qui se passe du côté de la recherche et du développement. Alors, je voulais vous signaler une initiative qui est toute récente, parce que c'est un projet qui est en construction. C'est un RMT, c'est un réseau mixte technologique autour du numérique. Et donc là, on veut développer l'enseignement, l'expérimentation et l'usage de l'agriculture numérique. En gros, c'est faire un réseau d'experts, alors vous verrez leurs horizons, leurs origines, qui puissent réfléchir ensemble sur les applications qui sont proposées aujourd'hui à l'agriculture en matière de numérique. Alors si on passe la slide suivante, voilà. Donc ce réseau mix technologique, il va connecter finalement différents acteurs, les acteurs du privé, parce que en matière de numérique, il y a de l'innovation qui émerge aussi du côté du privé, et même souvent et beaucoup du côté du privé. On va aussi travailler avec les établissements de recherche et enseignement supérieur, les instituts agricoles, bien sûr. Et donc, ce RMT va être donc la concaténation un petit peu de tout ce monde pour essayer, alors c'est la slide suivante que je voudrais vous présenter,
Allez-y. Alors, la suivante encore. Voilà, ça, c'est le RMT. Voilà. Alors, sur quoi il va travailler? Eh bien, il va travailler sur plusieurs axes. Il y a un axe veille et recherche partenariale. Donc, l'idée, là, quand même, c'est de mettre un petit peu tout ce réseau en veille sur les innovations qui peuvent être intéressantes pour le monde agricole. Donc, ça, c'est une fonction basique, mais qui est quand même importante. L'axe 2. Alors, l'axe 2, il est très original. C'est ça qui m'a fait retenir cette innovation, c'est de mettre au point des méthodes d'évaluation des applications numériques. Alors aujourd'hui, ça répond à une question, Sébastien, que tu posais tout à l'heure, qui est de dire, bon voilà, il y a plein d'innovations, mais comment est-ce qu'on s'y retrouve dans cette espèce de jungle? Qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien, qu'est-ce qui est utile à l'agriculteur, etc. Sauf que c'est très compliqué d'évaluer ça, parce que c'est pas comme une variété de blé, de maïs, de seigle ou de triticale. Là, on les met dans le champ, on l'expérimente, on les compare et puis on a le résultat. Là, quand on est dans des applications numériques, c'est beaucoup plus compliqué. Et donc, nous, ce que l'on veut faire dans ce réseau-là, c'est justement de mettre au point des méthodes. Alors, on ne va pas faire des jurys d'experts, hein, c'est pas ça l'idée. Mais c'est plutôt de regarder sur le plan méthodologique comment on peut regarder ces innovations et s'en faire une idée à peu près objective. Voilà. Cet axe 2, il est original et très important, et je pense qu'il est un des maillons nouveaux qui va accompagner le développement du numérique agricole. Bon, voilà. Alors, en termes de conclusion, Sébastien, qu'est-ce que je peux dire? C'est que l'innovation se diversifie et s'intensifie. Je vous ai montré quelques exemples au travers du réseau des instituts, mais il n'y a pas que le réseau des instituts, hein, bien évidemment. Il y a aussi d'autres porteurs d'offres dans l'écosystème. On a quand même un besoin nouveau d'évaluer cette offre parce qu'elle est pléthorique. Et on ne sait pas comment l'évaluer, il faudrait beaucoup de temps, etc. Et donc, c'est ce qu'on se propose de regarder, c'est un peu l'originalité dans le paysage. Et puis, je dirais, pour conclure, il reste quand même toujours l'enjeu de l'interopérabilité. Je crois que ça a été dit tout à l'heure, mais je rappuie là-dessus, c'est-à-dire comment ces systèmes peuvent dialoguer entre eux. Ça, c'est un enjeu crucial, c'est-à-dire si on a des outils, mais si ça ne peut pas dialoguer, ça ne sert à rien. Voilà, on va se trouver dans une solitude numérique. Et donc, l'enjeu de l'interopérabilité est quelque chose d'important. Vous savez que nous, le réseau des instituts, on a beaucoup poussé l'initiative API Agro, qui maintenant s'est transformée en Ag Data Hub, qui est une solution collective qui propose, je dirais, l'interopérabilité entre ces systèmes et donc qui vit sa vie et maintenant qui se développe. Voilà, Sébastien, en quelques mots, ce que je pouvais dire sur la partie du paysage nouveau numérique dans le secteur agricole. Merci beaucoup Jean-Paul. Effectivement, on voit des choses qui relèvent. On reste sur cette photo du veau et parce que sur le chat auquel je vous invite tous à contribuer, le docteur François Lachaze parlait du bien-être animal et de la télémédecine pour les animaux aussi. Et là aussi, enfin, il y a quelque chose à jouer, on le sent, ça donne de la valeur à la bête, si je puis dire, de connaître sa vie, de savoir ce qu'elle a vécu, comment elle a été traitée, son poids au quotidien, si elle a été exposée à des stress, ce qu'elle a mangé, où est-ce qu'elle est allée le manger. Voilà, on a une piste qui est très intéressante là-dessus et l'ensemble des sujets que tu as soulevés sont effectivement ceux qui font l'avenir de l'agriculture. Merci. Merci à tous les trois, hein, Yannick Philippe, Jean-Paul Borde à distance et Christophe Chassard ici. On vous applaudit.